Alors, on reprend notre TD. Donc, on a vu le premier exercice. Donc, le but, c'était de voir comment un processus FIS1 qui pouvait communiquer avec un processus FIS2, et donc les deux processus préalablement créés par un processus pair. Alors, ici, on va changer légèrement les choses. Donc, on veut écrire un programme C qui réalise une transmission bidirectionnelle entre un processus pair et son fils. Donc, le processus pair qui envoie 5 entiers au fils, qui les affiche, et renvoie ces entiers multipliés par 2. Le pair affiche ses doubles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une suite de nombres qui ont au total 5. Donc, il va les envoyer au fils. Donc, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il va les multiplier par 2. Donc ça, c'est pour illustrer un peu, à un moment donné, des problématiques où l'un envoie des données, l'autre, il va faire des calculs sur ces données, et ensuite, il va renvoyer le calcul sur les données qui est effectué au processus pair. Donc ça, c'est un peu la philosophie de l'exercice sur cette base. Alors ici, vous voyez que les choses ont légèrement changé. Donc, ce qu'on a ici, on a un processus pair et un processus fils. Donc, les choses sont plus simples que le premier exercice. Donc, ça ne consiste pas à créer deux processus fils, mais de créer uniquement un seul processus fils. Sauf que ici, le père qui envoie au fils et ensuite le fils qui renvoie au père. Alors, on avait dit dans le cours que le pipe était un lien de communication unidirectionnel. Ça veut dire qu'il a toujours un seul sens d'usage. C'est-à-dire soit que le père qui envoie vers le fils ou bien le fils qui envoie vers le père. Tu ne peux pas avoir dans les deux sens. Et donc, moralité, en voyant cette contrainte qui est dictée dans le texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous demande d'avoir un lien de communication qui permet d'être utilisé dans les deux sens. Il s'avère que le pipe ne peut pas, je dirais, satisfaire cette condition. Pourquoi? Parce que le pipe, c'est un lien de communication unidirectionnel. Et donc, moralité, si on veut réaliser ça via le pipe, donc automatiquement, parce que là c'est dit dans le texte, hein, c'est clair, c'est bidirectionnel entre un processus père et son fils via des tubes, c'est-à-dire les tubes qui sont les pipes. Et donc on veut réaliser la chose en utilisant le pipe. Ça veut dire que si je veux avoir une communication dans les deux sens, moralité, on est obligé de créer deux pipes. Donc là, automatiquement, c'est la réponse. La réponse, elle est toute désignée. Ça veut dire qu'on doit écrire deux pipes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un pipe qui va être utilisé du père vers le fils, et on va avoir le deuxième pipe qui va être utilisé du fils vers le père. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on arrive à résoudre cette problématique. Pourquoi? Parce qu'on veut une transmission bidirectionnelle. Or, le pipe, il est unidirectionnel. Ça veut dire, si je veux avoir les deux directions, ça veut dire je dois utiliser un pipe du père vers le fils et un autre pipe du fils vers le pipe. Et donc, de cette manière-là, j'arrive à résoudre mon problème pour pouvoir utiliser un lien de communication bidirectionnel grâce au pipe. L'idée, elle est toute simple, c'est de créer deux pipes, l'un utilisé dans un sens et l'autre utilisé dans l'autre sens. Donc ça, c'est pour clarifier les choses et avoir le modèle de la solution. Alors, toujours le même principe, là tu as le père et tu as le fils. Automatiquement, le code du père, principalement, on peut le mettre au niveau du main.
Et le fils, on peut le mettre dans une fonction à part. Et donc là, ça nous permettra de séparer les codes du père et du fils. Ça, c'est pour une meilleure lisibilité. Tu peux ne pas utiliser cette technique, avoir un code, mais à l'intérieur du code, tu as une partie qui est réservée au fils selon la valeur de retour, etc., etc. Et donc, la lisibilité de ton programme sera un peu difficile. Donc, un moyen de le faire pour avoir une meilleure lisibilité du programme, puisqu'on a vu la solution tout à l'heure. Ici, ça va être la même chose. C'est un programme C. Un programme C, c'est quoi? C'est une suite de fonctions. Et donc là, pour une meilleure visibilité, d'écrire la fonction main principalement pour le père et l'autre pour le fils. Et donc, dans le modèle qui sera proposé, ça va être sous cette forme-là. On peut illustrer les choses sous cette forme-là. Ça veut dire que là, d'une part, tu as le père, de l'autre côté, tu as le fils. Donc là, tu as besoin de créer deux pipes. Donc, tu vas utiliser le père qui va envoyer les données et les valeurs vers le fils qui fait du calcul sur ces données et va les renvoyer sur le père qui pourra les afficher à la fin. Et donc, à travers ça, ça vous donne le modèle de la solution. Et donc, ici, dans ce cas, on est obligé de créer les deux pipes. Et donc, naturellement, les pipes, ils sont créés où? Ils sont créés au niveau du père. Pourquoi? Parce que le fils n'est autre qu'une copie du père. Et donc là, le fait que ça soit une copie, ça veut dire qu'il va hériter de toutes les données qui se trouvent chez le père. Et donc, au niveau du père, tu vas avoir la création, la déclaration et la création du pipe, et ensuite la création du fils. À partir de là, dès qu'il crée le fils, le père, qu'est-ce qu'il fait? On avait dit que il va lire les 5 valeurs qu'il pourra envoyer grâce au pipe. Selon le schéma, ça veut dire qu'il va utiliser le pipe 1 pour pouvoir écrire ces valeurs et les envoyer vers le fils. Le fils qui va lire et ensuite il va les écrire dans le pipe 2 qui permettra par la suite au père de pouvoir récupérer ces valeurs. Et donc ça, c'est la solution. Il suffit de l'écrire en tenant compte de ce schéma-là qui vous montre comment les choses s'opèrent grâce à l'usage des pipes. Normalement, ça va être plus simple pour vous d'écrire cette solution, puisqu'on a vu déjà la première solution. Et donc, cette deuxième solution qui s'inspire de la première et qui permet effectivement d'avoir une solution légèrement modifiée, puisqu'il y a le fork ici, il va y avoir le fork de la même manière, il y a la déclaration de pipe, sauf qu'ici, il y a 2 déclarations de pipe pour les usages en entrée et en sortie. Et par la suite, le code, c'est le code de récupération de valeurs. Au total, c'est 5 valeurs qui sont envoyées. Et de l'autre côté, il va y avoir des calculs à chaque fois, c'est juste un calcul simple. Tu prends la valeur, tu la multiplies par 2 et que tu pourras renvoyer au niveau du pipe pour que le père puisse récupérer ses valeurs. Donc, j'attends votre proposition et ensuite je passerai à la solution qui permettra de la décrire. Donc, et on va commenter la solution proposée finale pour comprendre, je dirais, tous les détails nécessaires à la mise en œuvre de cette solution. Alors, vraiment, c'est pas si difficile que ça. De toute façon, les choses sont relativement simples pour aboutir à la solution finale. Donc, il suffit de commencer par écrire le code du fils. Donc, vous savez ce qu'il fait le fils. Il récupère des valeurs qu'il multiplie par
par 2. Ouais. Euh, donc, le fils Brahmi, le fils ne lit pas à partir du clavier. Le fils, il va lire à partir du pipe. Parce que les valeurs sont envoyées à partir via le pipe, du père vers le fils. Donc, il n'y a pas de scanf au niveau du fils. OK. Donc, le père, c'est lui qui lit et il envoie sur le pipe. Et le fils, il lit à partir du pipe. Donc, c'est comme ça qu'il réalise la solution. Alors, normalement, la solution, vous devez la concevoir tous d'une manière plus ou moins aisée, parce que vous allez vous inspirer de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et à quelques modifications légères, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir un seul pipe, c'est d'avoir 2 pipes. Et bien entendu, le père qui va écrire dans le premier pipe et ensuite, quand il termine l'écriture, il va basculer vers la lecture sur le pipe, deuxième pipe. Et le fils, c'est l'inverse. Il va lire à partir du premier pipe. Une fois qu'il termine ces valeurs-là, il va automatiquement écrire sur le deuxième pipe. Et donc, c'est comme ça que les choses vont être décrites et ce qui permettra effectivement d'avoir la solution voulue selon le texte qui a été énoncé. Alors, voici la solution qu'on pourra commenter au fur et à mesure. Donc, vous avez les descriptions. Vous avez les entiers, ils sont au nombre de 5. Vous avez les 2 pipes. Donc, automatiquement, le pipe 1 et le pipe 2, qui vont être utilisés. Et donc, ce qu'il va faire le fils, bien entendu, pour le pipe 1, il va fermer la descripteur 1. Pourquoi? Parce que lui, il n'écrit pas sur le premier descripteur, sur le premier pipe. C'est le fils, c'est le père qui écrit sur le premier pipe. Par contre, pour le deuxième, il va fermer le descripteur de lecture. Pourquoi? Parce que lui, il va écrire sur le deuxième pipe. Alors, automatiquement, il va lire à partir du premier pipe. Donc, il va lire des entiers. Regardez ici la différence qui se fait entre la première, cette solution et la solution précédente. La solution précédente, c'était des caractères. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait ici size of char. Ici, ça va être size of int parce qu'il va lire des entiers. Et donc, il va lire un entier. Et donc, le nombre qui sera lu, c'est un entier. Automatiquement, qu'est-ce que je fais? Ce nombre, je vais le multiplier par 2. Et ça me permettra de faire les doubles de ce nombre. Donc, ça va être le nombre fois 2. Donc, j'écris ce nombre-là que j'ai calculé. Donc, ça me permet de le calculer et d'imprimer un message. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais écrire dans le deuxième pipe. Et donc, c'est ce nombre-là que j'ai calculé. Eh bien, automatiquement, ici, je n'ai pas choisi de size of int. Pourquoi? Parce que int, en général, sa taille, elle est relativement petite. Donc, si vous prenez 2 entiers et vous faites la multiplication par 2,
vous risquez de déborder sur le registre entier. Et donc, c'est pour ça qu'on choisit d'une manière délibérée le float. Pourquoi? Parce que le float, sa dimension, elle est plus importante. Et donc, pour éviter ces problèmes techniques de ce qu'on appelle le overflow. Alors, j'écris sur le deuxième pipe. Et ensuite, ce que je fais, je vais lire sur le suivant. Et je vais lire la prochaine valeur. Et donc là, l'accolade fermante, ça veut dire que, puisqu'il y a ici l'accolade ouvrante, donc je vais passer pour dire est-ce que le nombre de lus est égal à size of, j'ai toujours lu un entier. Donc ça permettra de faire le calcul suivant, et ainsi de suite. Et donc je vais boucler jusqu'à ce que je termine, c'est-à-dire que là, il n'y aurait plus d'informations à lire. Alors, quand est-ce qu'il n'y aurait plus d'informations à lire? C'est quand le processus pair va fermer son pipe, donc là où il écrit, pour dire que, tiens, j'ai terminé. Ça veut dire que pour le fils, ce n'est plus la peine d'attendre sur le pipe parce qu'il n'y a plus d'informations à envoyer. Et donc ça, c'est pour faire la synchronisation entre les deux, grâce à la fermeture du pipe. Automatiquement, l'autre, il saura qu'il n'y a plus rien à lire. Donc ici, cette boucle, c'est que tant qu'il y a des choses à lire, je lis et ça me permettra de faire le calcul en question. Bien entendu, quand je termine, je ferme les descripteurs des deux pipes que j'utilise au niveau du fils. Et je mets la fin pour dire la fin d'exécution. Par contre, pour le pair, donc le pair, c'est lui qui va exécuter la fonction main. Alors, il déclare les descripteurs des deux pipes, puisque j'ai deux pipes, je dois déclarer les deux pipes. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Je crée le premier pipe, ensuite je crée le deuxième pipe. Alors, naturellement, dans les conditions réelles, il faut faire les tests tels qu'on les a fait tout à l'heure dans l'exercice précédent. Donc ici, je ne les ai pas faits, mais normalement, on doit faire les tests. Parce que dans la pratique, on ne sait pas à un moment donné si toute primitive système, est-ce qu'elle réussit ou elle ne réussit pas. Tout dépend de l'état de la mémoire. À un moment donné, si la mémoire est saturée, il ne pourra pas créer ce pipe. Pourquoi? Parce que ça permettra d'avoir des nouveaux descripteurs au niveau de la mémoire. Si elle est surchargée, donc elle peut ne pas réussir. Donc ici, pour les besoins de pipe, donc il y a deux appels de primitive pipe. La première pour créer le pipe 1 et la deuxième pour créer le pipe P2. Alors ici, je crée le fils, et donc là, j'ai mis la même technique que tout à l'heure. Si c'est égal à 0, je vais exécuter le fils. Alors naturellement, ici, dans le fils, je peux avoir P1 et P2. Je les envoie comme paramètres. Tout à l'heure, ce que j'ai fait quelque chose qui est différent. J'ai déclaré une variable globale. Et donc, du coup, le fils peut l'utiliser. Ici, comme la variable, si vous remarquez ici, la variable, elle est locale à la fonction main. Donc, P1 et P2 ne sont pas connus par la fonction fils1. Donc, si vous voulez qu'elle soit connue directement, il fallait la déclarer comme étant une variable globale. Donc, ici, je peux utiliser l'autre technique. Et j'ai la possibilité d'envoyer des paramètres lors de l'appel de fonction. Donc, c'est ce qui est fait ici. Fils, je lui envoie les paramètres P1 et P2, donc il peut les utiliser automatiquement grâce à l'usage des paramètres. Alors, ensuite, donc si c'est égal, else, ça veut dire que ça, c'est l'appel du code du fils, donc si je suis dans le code du fils. Si par contre, ce n'est pas différent de 0, c'est le pair. Regardez le else, le pair, voici ce qu'il va faire. Donc, d'une manière symétrique par rapport au fils, il va fermer le descripteur, les deux descripteurs qu'il n'utilise pas, puisque lui, il a des descripteurs qu'il n'utilise pas. C'est l'un utilise le descripteur, ici il ferme le descripteur 0, c'est-à-dire celui de la lecture, parce que le pair ne lit pas dans le pipe 1, il écrit dans le pipe 1, donc il ferme le descripteur de lecture. Par contre, il va fermer le descripteur d'écriture pour le pipe 2. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir de l'information à partir de ce pipe. Alors ici, il y a une boucle, for i égale à 0, i inférieur à nb entier. On a déclaré nb entier comme étant une constante tout à l'heure qui était égale à 5. Et
Ça veut dire je vais lire 5 entiers. Et à chaque fois, ça c'est le message pour dire entier, la demande d'un entier. Il y a le scanf ici. Donc, ce n'est pas dans le processus FIS, mais ici, dans le processus pair, vous avez le scanf qui permet de lire un nombre. Donc, ce nombre qui sera lu, automatiquement, regardez ce qu'il est fait. On va l'écrire dans le pipe 1, donc qui peut servir de lien unidirectionnel, et donc du processus pair vers le processus FIS grâce à l'usage du pipe P1. Et donc, j'écris dans le pipe P1, et ce qui permettra effectivement à P2 de pouvoir le réussir, parce que P2, si vous regardez un peu la solution, donc si on revient en arrière, voici le fils, regardez ce qu'il faisait, c'est il va lire à partir de P1, donc c'est ce qu'il va faire. Donc lui, tant que l'information n'est pas arrivée, on avait dit que la lecture était bloquante, ça veut dire que le fils il va se mettre en attente ici. Quand l'information elle est disponible grâce à cette écriture, donc qui se trouve au niveau du père, automatiquement, vous avez l'information est disponible et il pourra l'utiliser. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans cette boucle. Il va lire les 5 entiers. Au fur et à mesure, il les met dans le pipe. Une fois que c'est fini, c'est-à-dire je termine cette boucle, quand je termine cette boucle, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai envoyé, j'ai lu, donc grâce au scanf, et j'ai envoyé 5 valeurs qui sont envoyées vers le fils. Et bien entendu, quand je termine, regardez ce que je fais, close P1, donc là, du descripteur d'écriture. Donc ça, le fait de fermer ce descripteur, c'est un moyen qui permet d'aviser le processus FIS pour lui dire qu'il n'y a plus de données qui vont être envoyées sur P1. Et donc, automatiquement, ça lui permettra de sortir de sa boucle ici. Donc là, ça veut dire que quand il va faire la demande de lecture, cette demande de lecture, quand le descripteur de l'autre côté est fermé, ça, tu es sûr de ne plus recevoir quoi que ce soit. Donc, on ne va pas te bloquer, mais on va te libérer parce qu'il va y avoir un code particulier de -1 qui permet de dire le pipe est fermé. Et donc, automatiquement, on ne va plus bloquer le processus au niveau de la lecture. Et cette taille qui est donnée, ça va être -1 automatiquement, ce qui est différent de size-of int, ça va sortir de cette boucle. Donc ça, c'est pour montrer un peu la synchronisation entre les deux, grâce à ces primitives qui vont faire l'envoi et la réception de messages. Et donc c'est pour ça ce qui justifie l'usage de ce clause, c'est pour dire à l'autre que il n'y a plus rien à envoyer. Alors, bien entendu, le pair, ça c'est la première étape qui lui consiste à récupérer les informations, les mettre dans le pipe pour qu'ils soient reçus par le fils. Une fois qu'il a terminé ça, le reste du travail, c'est quoi? C'est il attend les doubles. Donc, pour attendre les doubles, ça va être aussi la même chose. C'est une boucle. Il sait que c'est 5 valeurs qui vont être récupérées. Donc, il va se mettre dans une boucle ici. Et maintenant, ça consiste à lire sur le deuxième pipe. Donc, il va lire les informations sur le deuxième pipe. Et chaque fois qu'il lit cette valeur, il va pouvoir l'afficher. Donc, ce qui permettra effectivement de récupérer les valeurs qu'il a envoyées au préalable et qui ont subi un calcul. Donc, le calcul ici était simple, c'est juste de faire le double. Et une fois qu'il a terminé, bien entendu, il va fermer son pipe d'écriture automatiquement à ce niveau-là. Alors ici, on a utilisé la boucle pour décrire effectivement les cinq valeurs. On pouvait aussi, de la même manière ici, ne pas mettre les 5 valeurs, c'est-à-dire mettre le même style, une boucle de lecture.
C'est-à-dire que si je vais changer le code ici à ce niveau, au lieu de mettre une boucle sur 5, c'est-à-dire mettre une boucle sur les valeurs qui sont va être lues, c'est-à-dire je peux mettre une boucle while, et donc automatiquement, while nombre lu est égal à size of float, donc automatiquement, ça me permettra de lire les différentes valeurs, et je serai débloqué quand l'autre, le processus fils, ferme son descripteur, et c'est comme ça que il va y avoir la synchronisation entre les deux processus. Donc, de la sorte, j'ai pu régler mon problème qui consiste à, je dirais, faire de l'envoi bidirectionnel. Donc, j'ai vu comment résoudre ce problème, c'est d'avoir deux pipes, un utilisé dans un sens du père vers le fils et l'autre utilisé dans le sens fils vers le père. Et donc, de cette manière-là, on arrive à avoir une communication bidirectionnelle entre les deux. On pouvait avoir une solution, je dirais, autre que celle-là. C'est ce qu'on a vu dans le cours, c'est l'usage des sockets. Ça veut dire que pour le faire, au lieu de créer deux processus, deux pipes, on peut créer une seule socket. On sait que la socket, elle est bidirectionnelle et donc elle peut être utilisée dans les deux sens. Et la solution changerait complètement. Mais je pense que cette solution, c'est ce que vous allez utiliser dans le TP. Donc, ça va être un complément. Donc, au niveau du TP, vous utilisez l'application chat qui vous permet de communiquer de processus grâce à un lien bidirectionnel qui est la socket. Et donc, c'est une autre manière de voir les choses, d'une manière même pratique, pour échanger des messages dans les deux sens entre deux processus ou deux utilisateurs. Chacun a son processus et donc ils vont communiquer entre eux. Donc ça, c'est je dirais, l'exercice concernant les deux exercices qui étaient réservé à la communication entre les, je dirais, les processus au niveau de cette série. Donc, ce qui met fin à la série de gestion de processus. Donc, au revoir et à mardi.